Favero, je suis avocate au sein du barreau des Hauts-de-Seine. J'ai été collaboratrice au sein des cabinets Alain Bensoussan et CMS Francis Lefebvre. Et actuellement, je suis en train de lancer ma structure. Et du coup, le RGPD, c'est un texte qui m'a accompagnée depuis que je suis universitaire et toute jeune stagiaire ou élève avocate, et que j'ai vraiment passé du coup toutes mes premières années de collaboration à mettre en application. Donc moi, je suis Fabrice Naftalski, donc je suis associé d'une structure qui s'appelle EY Société d'avocats. Et donc, j'anime une équipe sur protection des données à caractère personnel et propriété intellectuelle. Nous sommes une vingtaine d'avocats et notre activité, c'est autour de l'audit de conformité et du développement et du déploiement de programmes de conformité autour du RGPD et plus largement des référentiels en matière de protection des données. Et puis, bien sûr, on accompagne nos clients en cas de contrôle des régulateurs où il nous arrive de plaider devant la CNIL. Mais on a une activité donc, autour de la conformité, protection des données. Et puis, comme je suis plus âgé que Léonore, on fait ça depuis... Moi, j'ai rejoint à l'époque Arthur Andersen en 2000. Et j'ai commencé à exercer en 95, donc c'est des sujets sur lesquels on travaille maintenant depuis plus de 20 ans, puisqu'il y avait déjà une directive avant le RGPD et nous, informatique et liberté. Et donc je suis ravi de pouvoir partager ce moment avec vous. Alors moi, je pensais aborder donc le sujet du RGPD comme développement économique plutôt comme un non-retard de développement économique, c'est-à-dire on est 2 ans après l'adoption du RGPD, donc à peu maintenant, dire qu'on est en conformité au RGPD, c'est un peu comme dire qu'on respecte le droit pénal ou le droit de la consommation. En fait, c'est devenu attendu. Et par exemple, si jamais vous voulez revendre votre société, il y aura un audit. Et si vous n'êtes pas capable de fournir ne serait-ce que des politiques de confidentialité, ça lèvera beaucoup de red flags dès le début, alors qu'il y a 1 an ou 2, on aurait moins fort, enfin, ça serait passé de manière beaucoup plus, souple, alors que maintenant, c'est vraiment devenu un argument de vente que de pouvoir prouver sa conformité et de manière assez rapidement. Ensuite, donc il y a évidemment tout ce qui est préjudice d'image qu'il y a lorsque, par exemple, il y a des fuites de données et que vous devez informer vos clients. Par exemple, lorsqu'il y a un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes, vous êtes dans l'obligation de les informer. Et déjà, il y a un coût financier à l'information. Si vous devez envoyer un SMS à 500 000 personnes, 500 000 fois 10 centimes, ça fait quand même une somme assez importante. Et en plus, il peut y avoir une sanction de la CNIL et évidemment un préjudice d'image où vous passez pour un organisme qui ne sécurise pas ces données. Ensuite, la mise en conformité peut vraiment avoir un avantage. C'est-à-dire que si vous mettez... donc déjà, il y a la sécurité informatique, évidemment, on l'a déjà vu pour la fuite de données, mais aussi permettre de sécuriser avec vos relations clients et surtout avec vos relations salariés. Parce qu'on va voir petit à petit que la CNIL, effectivement, c'est un risque, mais il y a un grand contentieux qui se développe, qui est le contentieux prud'homal. Car le RGPD impacte énormément le droit de la preuve, notamment en contentieux social. Tout d'abord, lorsque vous n'avez pas déclaré vous n'avez pas informé les salariés que vous mettez en place des traitements de vidéosurveillance, de biométrie, des données de connexion, vous ne pouvez pas les utiliser devant les juridictions, parce qu'il y a le principe de l'égalité de la preuve. Au pénal, vous pourrez, puisque chacun peut se ménager sa preuve au pénal, mais vous ne pourrez pas, si vous n'avez pas fait, si votre traitement n'est pas conforme à la réglementation, vous ne pourrez pas utiliser ces pièces-là devant des juridictions prud'homales. Ensuite, il y a le problème du droit d'accès. Le salarié, comme toute personne concernée, dispose d'un droit d'accès, c'est-à-dire qu'il a le droit de demander à tout responsable de traitement l'ensemble des données qu'il dispose à son sujet et qu'il traite. Si, par exemple, dans ce cas-là, il peut demander, par exemple, toutes les données de connexion à son poste de travail, ce qui lui permet de justifier la preuve de son temps de travail ensuite devant les juridictions. Et s'il n'y a pas déjà un processus mis en place, dans ce cas-là, vous avez le responsable de traitement à 1 mois
pour, pour répondre aux salariés. Et s'il ne répond pas dans les délais d'un mois, non seulement il risque une sanction de la CNIL, mais en plus c'est une faute qu'on pourra lui reprocher lors d'un contentieux prud'homal. Donc c'est un peu le double effet qui se coule, c'est-à-dire que vous pouvez être sanctionné sur ces 2 points. Par contre, il y a aussi la violation de la vie privée. Donc ça aussi, il faut faire également attention. Par exemple, il y a eu une affaire en 2018 où un employeur, qui voulait contester les élections syndicales, a fourni au syndicat des bulletins de salaire de salariés en expliquant que les salariés faisaient partie déjà d'autres institutions et ne pouvaient pas être délégués syndicaux. Sauf qu'ils n'avaient pas informé les salariés de cette diffusion. Et par conséquent, les salariés sont venus contester cette diffusion devant les juridictions. Et non seulement il y a une sanction de la CNIL pour non-respect de l'information et d'autres droits, mais en plus, chacun a eu le droit à une indemnisation de préjudice à hauteur de 1 000 €. Donc s'il y a 1 ou 2 salariés, ça va encore. Mais au bout d'un moment, quand il commence à y avoir beaucoup de salariés, ça commence à chiffrer très vite. Donc voilà, donc c'est vraiment se dire que le RGPD peut être vraiment impacter l'activité que vous pouvez avoir, mais pas uniquement par rapport à la CNIL. La CNIL n'est pas le seul danger, il y a également toute la partie prud'homale ou droit prud'homale avec les salariés, mais également les clients, si jamais vos fuites de données leur causent un préjudice, ils pourront en demander l'indemnisation. Voilà, donc c'est vraiment faire très attention, car de plus en plus, il y a une prise de conscience de l'importance des données personnelles. On est encore assez loin du scandale Safari, donc maintenant, avec Cambridge Analytica, il y a vraiment un réveil. Et les plaintes ont augmenté de plus de 27% en 2018. Et du coup, il y a eu plus de 300 contrôles effectués par la CNIL. Donc il y a vraiment une prise de conscience des données personnelles qui est faite. Et c'est pour ça qu'il faut réussir aussi à retourner cette arme et à l'utiliser à soi pour servir ses intérêts. Par exemple, si un salarié ne respecte pas ses obligations de confidentialité ou de sécurité, dans ce cas-là, ça c'est une faute justifiant un licenciement. Disons que c'est un outil qui peut être utilisé dans les 2 sens. Le salarié peut l'utiliser pour se défendre devant les juridictions, mais vous aussi, vous pouvez utiliser le RGPD pour vous défendre devant les juridictions. Donc c'est vraiment l'intérêt d'avoir en place des processus de sécurité et de confidentialité, d'avoir des politiques d'information bien en place pour que vos traitements soient tous conformes à la réglementation, donc ils ne puissent plus être utilisés contre vous, mais que vous puissiez les utiliser pour vous défendre vos intérêts, que ce soit au niveau du droit de la preuve, ou pour freiner tout contentieux d'atteinte à la vie privée. Ensuite, et là je pense que ça va peut-être moins toucher les personnes qui sont présentes, mais ça va être tout ce qui est par exemple un premier pas vers le secret des affaires. Quand on fait une mise en conformité, on va faire ce qui s'appelle le registre. Et le registre, c'est la liste de tous les traitements qui sont mis en œuvre au sein de l'entreprise. Et sur la base de ce registre, on étudie du coup les principes de minimisation, de sécurité, si seules les personnes justifiées peuvent y avoir accès, et assainir tous ces traitements. Mais ça permet également de voir toutes les données qui sont traitées, de savoir leur sensibilité et commencer à, du coup, on peut les classer en fonction de leur sensibilité et commencer une première protection vers le secret des affaires. Si jamais, par exemple, vous avez un processus, un concept qui a une certaine valeur marchande, mais qui ne peut pas être protégé, que ce soit par le droit des marques, le droit des brevets, le droit d'auteur, il peut être protégé par le secret des affaires. Mais dans ce cas-là, il faut mettre certaines sécurités en place pour que celui-ci soit valablement protégé. Et assainir ces traitements et apprendre à reconnaître où sont ces données, qui y a accès, dans quelles conditions et quelle sécurité est mise en place, ça permet d'avoir ce premier pas également vers la démarche du secret des affaires. Donc voilà, là c'est à peu près le tour d'horizon que j'avais fait. Je crois que c'est très vrai, peut-être avant d'évoquer les standards
internationaux de conformité, pour faire écho à ce que vient de nous dire Éléonore. C'est vrai qu'il y a un an, dans le rapport annuel de la CNIL, Marie-Laure Denis, donc la présidente de la CNIL, disait que c'était la fin de la période de tolérance. C'est-à-dire qu'il y a eu en fait les 2 ans entre l'entrée en vigueur et l'entrée en application du RGPD, entre 2016 et 2018, et où les entreprises et les organisations ont pu se préparer. Puis après, il y a eu une année pendant laquelle la CNIL considérait que pour tout ce qui était déjà en vigueur à l'aune de la directive européenne et de la loi informatique et liberté, elle allait contrôler, mais pour les nouveautés, type études d'impact, registre, potentiellement, elle allait laisser un peu de temps aux entreprises pour travailler. Et effectivement, comme Éléonore l'a dit, le constat aujourd'hui, c'est que vous n'êtes plus dans une phase où on considère qu'il y a une montée en maturité. Maintenant, il faut être conforme, c'est comme ça. Et cette conformité au RGPD, elle est effectivement très, très vertueuse, hein, puisque elle va vous permettre d'utiliser des éléments de preuve dans le cadre de licenciement. Elle va vous permettre de céder des fonds de commerce s'il y a eu un arrêt intéressant de la Cour de cassation dès 2013 qui disait que si vous cédiez un fichier client qui n'avait pas été déclaré, ben la cession était nulle parce que la cession était dénuée d'objets. Donc on le voit, le droit prend en compte la conformité du RGPD, et donc il y a des effets collatéraux à cette non-conformité. Donc c'est important de l'avoir en tête. Et puis à l'inverse, c'est un avantage compétitif donc de montrer sa conformité, à tel point que dans les états non financiers des entreprises, il est maintenant exigé d'expliquer ce que font les entreprises cotées pour se mettre en conformité avec le RGPD. Mais au-delà de cette dimension très, très importante, il y a aussi une dimension, une contribution remarquable du RGPD au développement de l'empreinte et des valeurs portées par l'Europe, par nos institutions européennes et nos institutions nationales. Et c'est l'effet conjugué de plusieurs phénomènes. En fait, le constat que l'on fait aujourd'hui, c'est que le RGPD, c'est devenu le standard ou le benchmark mondial en matière de protection des données. Donc c'est une force pour les entreprises européennes et bien sûr les entreprises françaises. Et c'est le résultat de la convergence d'un certain nombre de phénomènes. Le premier, c'est les mécanismes d'adéquation. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec le régime des transferts de données en dehors de l'Union européenne, mais une des règles du RGPD, qui était déjà en vigueur sous l'empire de la directive 95-46, c'est qu'on ne peut pas transférer des données à caractère personnel au-delà, en dehors de l'Union européenne, si on n'a pas mis en place un certain nombre de précautions, parce que la Commission européenne considère que le niveau de protection des données au sein de l'Union européenne, il est meilleur que dans le reste du monde. Et donc un des leviers, parce qu'en fait les données personnelles, alors quand on parle de transfert, ça peut être l'accès aux données depuis un pays ou par des équipes qui sont en dehors de l'Union. Même si les données sont hébergées en France, le simple fait que des équipes de maintenance aient accès aux données en dehors de l'Union, c'est un accès, donc c'est un transfert. Donc du coup, quand vous transférez les données en dehors de l'Union, vous avez des obligations de mettre en place un certain nombre de garanties. Pour ceux qui suivent de près le sujet, il y a eu un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Schrems sur lequel on pourra revenir, qui révolutionne un peu les mécanismes de transfert. Mais là où je veux en venir, c'est que une des options pour pouvoir transférer des données en dehors de l'Union européenne, c'est de les transférer dans des pays qui offrent un niveau adéquat de protection. Et donc c'est l'article 45 du RGPD qui prévoit que la Commission européenne peut reconnaître un État, un territoire. Alors quand je dis un territoire, c'est parce que dans des États fédéraux, ça peut être un État, ça peut être la Californie aux États-Unis par exemple, un secteur, c'était le cas du Privacy Shield, puisque ça peut être une loi sectorielle ou une organisation internationale.
offre un niveau de protection équivalent à celui de l'Union européenne. Et lorsqu'on est dans ces cas de figure, les transferts sont libres. Et aujourd'hui, il y a déjà une liste de pays comme la Suisse, l'Uruguay, l'Argentine, la Nouvelle-Zélande, l'Israël. Donc il y a une longue liste, on a moins de 10, mais il y a pas mal de pays qui se sont vus reconnaître cette adéquation. Donc ça veut dire que quand vous transférez des données à des sous-traitants ou des partenaires dans ces pays, vous n'avez pas à mettre en place des mécanismes supplémentaires comme des clauses contractuelles spécifiques imposées par la Commission européenne. Et donc cette adéquation, elle est faite sous un triple prisme. Ce que regarde la Commission, c'est l'état du droit dans le pays destinataire des données. Donc elle va regarder s'il y a une loi sur la protection des données ou des lois sectorielles sur la protection des données. Elle va regarder comment sont encadrés les programmes d'accès ou de surveillance pour des raisons de sécurité publique. Donc il y a tout un audit qui est fait du cadre réglementaire. Il y a tout un audit qui est fait pour s'assurer qu'il y ait bien une autorité qui va assurer de l'application effective de la réglementation sur la protection des données, qui va voir s'il y a des CNIL dans les pays concernés. Et on va vérifier que ces CNIL sont indépendantes. Par exemple, un pays comme le Maroc, qui a présenté sa candidature depuis 2009, n'a toujours pas obtenu l'adéquation parce que la Commission considère que le mode de désignation des membres de l'autorité marocaine n'est pas suffisamment indépendant. La Commission va aussi regarder si elle a un pouvoir de sanction. Et puis la troisième chose que va regarder la Commission, c'est est-ce que le pays a adhéré à des instruments internationaux d'encadrement des données, comme la Convention européenne des droits de l'homme ou d'autres normes internationales qui montrent un attachement donc, aux droits fondamentaux. Et donc c'est un premier levier parce que finalement, il y a beaucoup de pays qui se sont dit on veut l'adéquation pour faciliter le commerce, les échanges avec l'Union européenne. Alors c'est le cas des pays que je vous ai cités qui ont déjà obtenu l'adéquation, mais il y a pas mal de pays sur les rangs. Il y a l'île Maurice. Alors, il y a 2 ans, il y a le Japon qui a été reconnu. Là, il y a la Corée du Sud, qui sera sans doute le prochain dossier. Mais là où je veux en venir, c'est que du coup, ça a généré des velléités de beaucoup d'États de s'aligner avec notre référentiel qui est le RGPD. C'est quelque chose qui est positif pour les entreprises européennes. Et au même titre, alors, exemple très récent aussi, en ce moment on travaille pour un groupe au Moyen-Orient qui est basé à Dubaï. Et ben, à Dubaï, vous avez des lois par zone économique spéciale, et vous avez le Dubai International Financial Center qui est une zone qui était déjà soumise à une loi sur la protection des données. Donc en février dernier, ils ont aligné leur loi sur la protection des données au RGPD. Avant, elle était très inspirée par le UK Data Protection Act, qui était la loi anglaise. Ils ont décidé d'aller un cran plus loin et de s'aligner avec le RGPD. Et même dans des pays comme le Bahreïn, comme l'Égypte, il y a des nouvelles lois sur la protection des données. L'Inde aussi, parce qu'il y a beaucoup de call centers. Donc il y a une tendance lourde des gouvernements à aller vers le référentiel européen. Et donc l'effet par ricochet, c'est que les entreprises dans le monde, quand elles doivent construire leur programme de conformité, elles vont prendre le RGPD. Parce qu'en fait, c'est le standard le plus reconnu, le plus exigeant. Et là encore, on travaille pour des entreprises russes, des entreprises dans le Moyen-Orient ou américaines. Elles ont décidé de prendre le RGPD comme colonne vertébrale de leur conformité et effectivement de l'adapter dans les pays où il y a des contraintes différentes. C'est vrai qu'il y a certains pays où dans les données sensibles, ce sera aussi les mots de passe, comme l'Inde ou le Bahreïn. Donc en fait, il y a des adaptations, mais la bonne nouvelle pour les Européens, c'est que ça devient vraiment le benchmark. L'autre levier, c'est qu'aujourd'hui, la Commission européenne, quand elle finance une organisation internationale, c'est-à-dire qu'elle participe financièrement à des programmes sur l'éducation, sur
sur la santé, par exemple, même si l'organisation internationale n'est pas localisée au sein de l'Union et n'est pas soumise au RGPD, même en appliquant les critères d'extraterritorialité, eh ben, aujourd'hui, elle conditionne sa contribution au fait que l'organisation internationale, contractuellement, s'aligne avec des principes équivalents à la fois au RGPD et au RGPD qui s'appliquent aux institutions et agences de l'Union européenne. Donc là aussi, c'est un autre levier, ce qui fait que les États sont attirés par cette adéquation et les organisations internationales qui elles-mêmes ont souvent des États non européens comme membres sont obligés de s'aligner avec le référentiel. Autre levier, c'est les travaux de normalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les SOC, les Service Organization Control, en fait, qui est une sorte d'audit de sécurité, de confidentialité qu'on impose aux prestataires, aux sous-traitants, avant de les mandater. Et ce type de programme de conformité, qui était très orienté cybersécurité, intègrent maintenant le RGPD, alors qu'ils ont été élaborés par l'American Institute of Certified Public Accountants, donc l'ordre des experts comptables américains. Autre tendance, ISO, les normes ISO 27001, ISO 27002, qui portent sur les systèmes de management et les bonnes pratiques en matière de sécurité informatique, ont intégré aussi, avec la norme 27701, le référentiel du RGPD. Alors, ce n'est pas le seul référentiel, hein, ils ont aussi intégré la loi brésilienne, le CCPA de Californie, donc quelques lois. Mais tout ce travail de normalisation, parce que le stress des entreprises aujourd'hui, c'est d'avoir des lois différentes dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc tous les groupes travaillent sur l'interopérabilité pour avoir des programmes de conformité qui soient le plus proches possible, quelle que soit la localisation. Et donc le travail de normalisation, en fait, ce qu'on observe, c'est que là aussi, la tendance, c'est d'intégrer toujours le RGPD comme référentiel. Donc, et puis peut-être le dernier levier, c'est un levier intrinsèque au RGPD, qui aujourd'hui ne s'est pas encore beaucoup épanoui, mais qui va le faire prochainement, c'est que dans le RGPD, il y a la certification et les codes de conduite. Et donc là aussi, la certification ou le code de conduite, ce sont des mécanismes qui vous permettront de transférer des données à des entreprises certifiées RGPD sans avoir à mettre en place d'autres garanties. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de certification opérationnelle au niveau européen, mais on pense que ça va venir en 2021. Il y a un dossier qui est très avancé auprès de l'EDPB d'une organisation suisse qui avait été financée par un programme de recherche de la Commission européenne. Et donc là aussi, ça va être un élément supplémentaire. Alors bon, tout ça, c'est assez théorique et dans votre quotidien, je ne suis pas sûr que ça vous aide beaucoup. Mais comme le sujet de notre discussion aujourd'hui, c'est la contribution du RGPD au développement, à la croissance des entreprises, on pensait important d'insister sur le fait que la bonne nouvelle pour vous, pour les organisations en Europe, c'est que ce référentiel qui est plus protecteur que les autres référentiels au sein de l'Union européenne est en train d'emporter le pari de la standardisation, alors que très souvent, c'est plutôt les référentiels américains qui gagnent cette bataille. Et donc, pour une fois, le RGPD, c'est un élément de confiance, et du coup, c'est un élément de confiance à l'international, et c'est un élément de confiance vis-à-vis des marchés. Donc, c'est aussi pour ça que ça nous semble important, au-delà de la conformité au jour le jour, qui est votre préoccupation première, comme c'est la préoccupation première de toute entreprise. Mais c'est important, je trouve, d'avoir cela à l'esprit. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi en introduction. Et on est tous les deux donc à votre disposition pour répondre à vos questions ou entamer un débat sur le RGPD, les défis ou les questions que vous pouvez vous poser par rapport à ce cadre réglementaire. Je ne sais pas si quelqu'un veut s'exprimer. Oui. Bonjour.
peut-être deux sujets. Je vais commencer peut-être à répondre. Il y a un sujet, est-ce que c'est un sujet outil autour de la protection des données aujourd'hui, dans les problèmes de conformité, ça s'appuie sur de la documentation et des outils. Donc un des sujets, c'est est-ce qu'il y a des logiciels sur la place qui vous aident dans la mise en conformité. L'autre sujet, c'est la conformité en tant que telle du logiciel ou des traitements qui sont faits par le logiciel. Donc on comprend que votre question elle porte sur le premier point. Sur le premier point, mais le second point que vous relevez est aussi intéressant. Mais ma question portait sur le premier point. C'est vrai que dans quelle mesure, justement, le travail effectué via les outils répond à tout l'aspect, à toute la procédure de conformité, c'est aussi une question intéressante. Ouais. Bon, je pense que Fabrice sera d'accord avec moi pour dire que rien ne remplace le travail d'un avocat. Mais après, c'est vraiment là, on a eu beaucoup d'affaires à des conseils en propriété intellectuelle qui faisaient des mises en conformité, et j'ai vraiment croisé tout et n'importe quoi. Parce que parfois on arrivait après où ils avaient déjà fait un registre qui avait été fait sur une base à peu près automatisée, sauf qu'il manquait la moitié des éléments, ou alors ils étaient complètement illisibles. Et après on en a vu d'autres qui au contraire étaient quand même plutôt complets, vraiment calqués sur le modèle de la CNIL, mais vraiment lisible. Donc je pense qu'il y a vraiment tout et n'importe quoi, et que les logiciels, que ce soit des logiciels de mise en conformité ou simplement des logiciels métiers de manière plus générale, c'est comme tout, il faut vérifier soi-même la qualité de ce logiciel et pas simplement prendre le premier résultat dans Google. Mais ensuite, après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de bouche à oreille. Là, moi, je serais incapable de vous citer. Je ne veux pas en dénigrer certains, mais je n'en citerai pas. Enfin, je ne suis pas capable d'en citer de certains à recommander, en tout cas. Peut-être pour compléter, alors, effectivement, il faut se méfier. Il y a beaucoup d'éditeurs. Le RGPD, c'est aussi une source de profit pour beaucoup de professions. Et aujourd'hui, il n'y a pas de logiciel certifié au sens de l'article 42 du RGPD. Donc, si des éditeurs vous disent « mon logiciel, il est certifié », c'est pas possible, ça n'existe pas. Il sera peut-être certifié par rapport à d'autres normes, mais pas par rapport au RGPD. Et effectivement, c'est qu'un outil qui doit être bien paramétré à la base, mais il ne va pas remplacer un travail d'analyse juridique. Par exemple, il y a des logiciels qui vous font l'étude d'impact. En fait, l'étude d'impact, elle va dépendre des informations que vous rentrez dedans et de la manière dont vous les qualifiez. Donc, en fait, il va donner une base documentaire au travail que vous allez faire. Après, aujourd'hui, on voit plein de choses. On voit des logiciels qui font des registres. Alors, ça dépend de la taille de votre entreprise. Si vous êtes plutôt sur une PME, il y a des solutions qu'on voit sur le marché type OneTrust, Nimity, Smart GDPR, qui sont parfois surdimensionnées. La CNIL propose effectivement une sorte de template. Pour les études d'impact, je dois vous dire que nous, on avait travaillé sur une propre méthode, mais nos clients nous disent on veut utiliser la méthode de la CNIL. Donc pour les études d'impact, l'outil de la CNIL qui est gratuit et qui est en ligne, il existe déjà dans 17 langues. Et il est très très bien fait. Nous, on voit quand on parle avec nos confrères, même d'autres pays, ils utilisent parfois l'outil de la CNIL. Donc l'outil, il est important, mais il va être plus pertinent pour des très grandes organisations internationales ou des grandes organisations dans le sens où elles vont devoir centraliser des workflows auxquels un réseau de DPO ou un réseau métier qui reporte un DPO rentre des données dans le même outil. Je crois que c'est souvent assez surdimensionné. Après, je ne connais pas bien les outils, mais ce qu'on voit dans l'immédiat, c'est le tableau Excel pour faire le registre. Ça, tout le monde le fait. Et nous, quand on fait des audits, je ne vous cache pas que la plupart du temps, on utilise un tableau Excel. On n'utilise pas, sauf si notre client nous dit utiliser tel ou tel outil sur lequel j'ai une licence. C'est possible aussi. Il y a des outils très, 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 très bien, mais l'outil, il va aider dans la documentation, il va aider pour simplifier ou centraliser les données, mais il ne remplacera pas ni le travail du juriste et ni le travail d'auditeur en sécurité. Après, là, on vous parle des grandes marques, des grands noms. Il y a beaucoup
d'officines qui ont développé leurs propres outils qu'on ne connaît pas, qui sont peut-être plus dimensionnés. Mais c'est difficile aussi pour plus nous de qui tout double sur la qualité. Enfin, moi, j'en ai croisé des petits conseillers en données personnelles et c'était un peu... voilà, c'était assez aléatoire le niveau. Et vous aviez, vous, en tête une expérience sur un outil ou... En fait, j'ai, pour ma part, eu à utiliser l'outil d'Active, tout simplement. J'ai trouvé il y avait les fondamentaux, à la fois la partie base de données qui était déjà pré-renseignée et qui donc donnait déjà un canevas intéressant. Et puis bon, comme vous le disiez tout à l'heure, selon le type de structure, je n'ai pas eu l'opportunité de travailler avec des structures d'une importance telle qu'il faille utiliser des outils après que je sais qui existent sur le marché, qui parfois aussi ont des prix qui concernent des licences assez importants. Donc l'outil d'Active me semble à ce titre approprié. Mais je voulais votre sentiment justement là-dessus, puisque je pense que vous avez eu l'expérience, comme disait madame, d'avoir eu à utiliser différents types d'outils. Après, sur l'étude d'impact, l'outil de la CNIL est bien. Sur le registre, il est quand même... Enfin, il est bien, mais c'est le minimum, Oui, quoi. voilà, c'est... Mais du coup, il est opposable à la CNIL. Si vous êtes contrôlé que vous utilisez l'outil de la Oui, CNIL, vous dites, bah, la excusez-nous. CNIL ne pourra pas le... Donc, voilà, pour un point de départ ou pour une structure de taille raisonnable, c'est tout à fait approprié. J'aurais une deuxième question. J'aurais bien voulu aussi avoir votre sentiment, parce que le droit de la protection des données est un droit qui est très vivant. J'ai échangé il y a quelques jours, il y a quelques heures, avec une avocate en droit de la propriété intellectuelle. Et je me disais que je trouvais justement par rapport à d'autres matières juridiques, c'est une matière qui est neuve. Et j'aurais voulu avoir votre sentiment sur la récente jurisprudence. Parce que vous parliez de standardisation et de bataille de la standardisation qui est menée et en train d'être gagnée au niveau européen. Avoir votre sentiment sur la dernière jurisprudence concernant le transfert de données. Et le Privacy Shield. Voilà. Voilà, c'est ça. En fait, il y avait avant le Safe Harbor qui a été invalidé pour les mêmes raisons que le Privacy Shield. Donc, je parle sous le contrôle Fabrice, mais je pense qu'ils vont, voilà, ils vont créer une nouvelle norme qui sera sûrement plus contraignante. Et en attendant, tous les traitements qui étaient basés sur le Privacy Shield, tant que la nouvelle norme n'est pas mise en vigueur, peuvent continuer à être effectués sur cette base-là. Et on attend d'avoir la nouvelle norme. Après nous prononcer sur effectivement il devait être invalidé ou non. Oui, après, alors moi, notre interprétation, c'est que effectivement, la décision dit que le Privacy Shield n'est plus valable. Donc les 5500 entreprises qui l'utilisent pour leur transfert ne peuvent plus s'appuyer sur cette norme. Donc effectivement, comme le dit Éléonore, dans l'intervalle, la position aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de délai de grâce, en tout cas officiel, donc la bonne pratique, c'est soit passer sur les clauses standards de l'Union européenne entre responsables de traitement et sous-traitants ou entre deux responsables de traitement. Et là-dessus, quelque part, il n'y a pas à tortiller. C'est-à-dire que les Binding Corporate Rules, c'est un outil groupe, mais qui prend 1 ou 2 ans à être déployé. Donc aujourd'hui, la seule option, soit vous arrêtez de transférer aux États-Unis ou dans d'autres pays tiers qui présenteraient les mêmes risques, parce que la décision, en fait, elle s'applique à tous les pays tiers, puisqu'il suffit que vous ayez des programmes de surveillance qui ne soient pas suffisamment encadrés parce que il n'y a pas une base légale, une proportionnalité suffisante, des droits opposables pour les individus, des voies de recours, etc. Il y a ces 4 critères posés par la Cour de justice de l'Union. Dans ces cas-là, première étape non négociable, conclure les SCC, les clauses standards contractuelles sous le modèle de la Commission européenne. Mais c'est plus suffisant. Et c'est là où il y a effectivement un vrai stress, un vrai débat. C'est qu'aujourd'hui, ce que vous dit la décision, c'est que pour chaque transfert, non seulement il faut prendre les SCC ou les Binding Corporate Rules quand c'est des transferts à un grand groupe, mais en plus de ça, il faut que vous fassiez votre étude du risque
et qu'en face du risque, vous mettiez en place des mesures complémentaires. Donc ce qu'aujourd'hui on essaye de développer dans notre cabinet, mais bon, les confrères le font aussi, l'ensemble des cabinets le travaillent dessus, c'est un transfert impact assessment, un peu comme vous connaissez déjà le privacy impact assessment, l'étude d'impact. En fait, maintenant, c'est l'étude d'impact sur le transfert. Après, le challenge qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas où mettre le curseur. Parce qu'en fait, le Comité européen de protection des données n'a pas encore publié des guidelines très, très, très précis. Et c'est vrai, quand on lit la décision, on a l'impression qu'on demande aux entreprises de faire le travail d'adéquation dont je vous ai parlé tout à l'heure en introduction, qui est un travail où la Commission européenne met 2-3 ans à le faire. Et elle n'est pas toute seule, parce que la Commission européenne, quand elle fait cette revue d'adéquation, elle s'appuie sur le Comité européen de protection des données, elle s'appuie sur le Comité des États membres. Et en fait, sur des cabinets d'avocats, c'est un process très très long. Et on ne peut pas demander aux entreprises d'aller auditer les systèmes juridiques et judiciaires de tous les pays non européens. Donc aujourd'hui, il y a quand même un malaise. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, la Fédération européenne des banques a écrit au Comité européen de protection des données en disant « mais attention, n'allez pas trop loin dans vos interprétations, parce qu'on ne sait pas faire ». Parce qu'aujourd'hui, il faudra faire cette étude de risque. On est dans le régime, je crois qu'Eleonore vous en a parlé, de l'accountability. Donc il faut rendre compte, il faut documenter les contrôles qui sont faits avant de transférer des données. Mais aujourd'hui, comme on ne sait pas où mettre le curseur, parce que si on met le curseur vraiment au niveau de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, en fait, on ne peut plus rien transférer. Parce qu'il y a quand même peu de pays où il n'y a pas des programmes de surveillance avec des prérogatives, je dirais, qui vont au-delà du droit commun, parce qu'il y a des enjeux de sécurité. Il y a, donc aujourd'hui, il faut conclure les SCC avec l'importateur et faire une analyse en disant voilà les mesures complémentaires que j'ai mis en place, type chiffrement, type je demande à l'importateur des données de coopérer avec l'exportateur des données s'il y a des demandes des autorités locales. Donc il faut essayer un peu de bricoler, mais je ne suis pas sûr que le Comité européen de protection des données aille très loin en termes de granularité des recommandations, parce qu'il ne veut pas non plus, ni lui ni la Commission ne veulent pas une nouvelle décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui vienne dire que ce n'est pas suffisant. Donc en fait, quand vous parlez aujourd'hui aux régulateurs, la CNIL y compris, on vous dit les entreprises sont en première ligne. Voilà, ça aide beaucoup, mais ce n'est pas complètement faux. Mais du coup, voilà, il faut documenter le fait que vous analysez les risques et que si potentiellement vous avez le sentiment qu'il y a des données extrêmement sensibles et qui pourraient intéresser la sécurité nationale du pays tiers qui sont transférées, peut-être les conserver ou être plus électif, plus sélectif dans les transferts. Oui. Oula, est-ce qu'on a 2 heures devant nous parce que là, oui, enfin là, c'est en fait, il faut tout appliquer, que ce soit le RGPD ou la loi française. En plus des normes de sécurité, quand on dit des données sensibles, ce sont des données de santé. Oui, tout. Ouais. La première étape, c'est le registre. Alors pourtant, le registre, il y a une dispense pour les petites entreprises. Sauf si les traitements sont... C'est la fausse. Donc, c'est une fausse dispense, et même si la dispense s'applique, il faut un registre. Si vous ne cartographiez pas vos traitements de données, si vous ne connaissez pas la finalité du traitement, vous ne pouvez pas mettre en place un plan de conformité. Pardon. Oui, si vous ne connaissez pas la finalité de traitement, vos traitements, vous ne pouvez pas mettre en place votre conformité. Donc le registre, même quand vous bénéficiez de la dispense, en fait, c'est un mauvais choix parce que c'est le point de départ de la mise en conformité. Après, tout va dépendre de votre activité. Il faut commencer par... Alors bien sûr, vous serez responsable de traitement pour vos RH,
mais pour Bah, les peut-être, traitements, ouais, est-ce que l'information voilà, des est-ce- personnes concernées, peut-être en première ligne, vu que ce Ouais. sont des données sensibles, vraiment bétonnées, les politiques de confidentialité, les mentions d'information, le recueil du consentement s'il est nécessaire, sachant qu'il faut pouvoir se ménager la preuve de ce recueil de consentement à tout moment. Enfin, pour moi, ce serait la première urgence, vu qu'on parle quand même de données sensibles. Après, bah, ce sera la question des durées de conservation, ce seront enfin, après, c'est vraiment tout, les questions des droits, de valider les droits des personnes, que la sécurité appliquée à ces données est la bonne, veiller à ce que seules les personnes qui ont strictement besoin d'accéder à ces données pour leur fonction, oui, pour adhérer à leur fonction, puissent y avoir accès. Enfin voilà, c'est vraiment après oui, parce que la CNIL fait beaucoup de contrôles sur pièce. Parfois, elle se déplace même plus. Elle vous dit envoyez-nous voilà, vos politiques de confidentialité, vos mentions d'information, votre politique de conservation des données, donnez-nous voilà, votre politique de sécurité interne, voilà, votre charte informatique, voilà, enfin, les contrats de travail avec s'il y a des obligations qui sont mises à la charge dedans. Enfin, c'est vraiment, en fait, la mise en conformité est un chantier très vaste. Où généralement, il vaut mieux soit internaliser une personne en interne qui sera capable de mener à bien ce chantier-là, qui peut être soit issu de l'informatique, soit du juridique, soit avoir recours à un professionnel du droit à côté, parce que c'est vraiment très très large. Le minimum, c'est le Ouais. registre, l'étude d'impact si c'est des données sensibles. Mm. Qualifier votre rôle. Est-ce que vous êtes sous-traitant de vos clients ou est-ce que vous êtes responsable de traitement? Les mentions d'information, ça c'est la face émergée de l'iceberg. Les mentions d'information, donc de la face immergée de l'iceberg. Donc s'il n'y a pas mention d'information, vous vous exposez parce que la CNIL peut faire des contrôles en ligne aussi. Hein. Donc effectivement, ce que dit Léonore, c'est que vous pouvez externaliser. Léonore peut être 2 jours par mois votre DPO si vous avez Oui, pas voilà. beaucoup de traitements. Alors parfois Enfin, c'est oui, 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, j'en sais rien. Mais Oui. l'idée, c'est que effectivement, quand vous n'avez pas beaucoup de, si vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui gère la conformité à temps plein ou qui peut consacrer suffisamment de temps à ce sujet dans la semaine, ce que font la plupart des entreprises de taille petite ou moyenne, c'est qu'elles externalisent auprès de cabinets d'avocats. Ou alors, vous pouvez partir sur plusieurs semaines de formation. Oui, après, Mais, tout à fait, enfin, voilà, disons que c'est un chantier qui, quand on est, par exemple, professionnel, peut représenter 40 à 50 heures de travail et beaucoup plus quand on n'a pas l'habitude. Voilà. Mais c'est un chantier, c'est ce que je disais par exemple en introduction, c'est un chantier qui est très compliqué parce que non seulement vous avez la CNIL en face, mais ça peut également vos salariés qui peuvent se retourner contre vous sur la base de vos traitements si vous les informez pas. Enfin, vous avez un vrai risque prud'homal, comme vous avez aussi des vrais risques si vous ne sécurisez pas bien vos données ou pour des raisons quelconques, si vos clients vous leur causez un dommage et que les données personnelles sont la base de ce dommage, ils peuvent également se retourner contre vous et faire une action en responsabilité. Donc c'est voilà, c'est un gros risque, mais qui est bicéphale. Oui. Oui. Mm. Petit.
En fait, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué de répondre. En fait, par exemple, une conformité complète. J'ai fait des mises en conformité de toutes petites structures où c'était 2000 €, mais c'était 4 personnes. Voilà, qui faisaient quelques petits traitements, mais vraiment pour leur activité quotidienne et sans données sensibles. Pour une entreprise d'une centaine de salariés, avec des traitements dans le bricolage, donc pas des données santé, c'était 15 000 €, et des mises en conformité de grandes banques, c'était 150 000 €. Donc on a vraiment tous les budgets, tous les besoins. Est-ce que c'est par exemple une mise en conformité du stade 0, ou au contraire des conseils, par exemple, il y a telle problématique et c'est une réponse. Donc c'est vraiment très compliqué d'estimer. C'est très difficile de vous donner une estimation sans que on ait une compréhension un peu plus précise de vos activités, de vos clients. En plus, la difficulté dans le monde pharma ou le monde de la médecine, c'est que ça fait partie, les données de santé, c'est une des 54 exceptions au RGPD. Donc, c'est-à-dire que vous avez, en plus du RGPD, le droit national, et notamment la CNIL, qui peut avoir des exigences. Et vous savez qu'elle a développé un certain nombre de référentiels. Et donc, sur les données de santé, vous avez double peine. Vous avez le RGPD et les référentiels de la CNIL qu'il faut également respecter. Donc après, je pense que la meilleure approche, c'est un peu d'expliquer. Il y a ce que disait Éléonore, qui est la mise en conformité au démarrage, qui est en tant que tel un budget qui sera plus important qu'un budget de pilotage ou de maintenance. Et puis après, effectivement, comme à chaque nouveau projet, il y a des nouvelles questions, à chaque nouveau partenariat, il y a un nouveau contrat. Il y a ce qu'on appelle l'accompagnement par un délégué à la protection des données potentiellement externalisées. Et après, ça peut représenter un certain nombre de jours par mois, mais ça, c'est plus facile de vous le dire une fois qu'on a compris vos activités et qu'on a compris si vous avez déjà un niveau de maturité qui fait que c'est plus du suivi, ou si dans le mandat, dans le périmètre du délégué à la protection, il y a cette phase initiale de mise en conformité, ce qui fait que potentiellement, il y aura peut-être plus de jours par mois au début, voilà, si c'est encapsulé dans cet accompagnement, et puis peut-être moins de jours en vitesse de croisière. Après, les avocats, ils fonctionnent avec des taux journaliers ou des taux horaires. Mais là, on ne peut pas vous faire une réponse en live, voilà, en public. Au doigt mouillé, ça vous coûtait 4 000 €, voilà, grosso modo, non, c'est... Après, vous pouvez consulter 2-3 avocats, et puis vous regardez, vous expliquez un peu ce que vous faites, vous expliquez ce que vous avez déjà fait en termes de conformité, vous expliquez les attendus, et puis vous comparez les approches et les budgets, parce qu'il peut aussi y avoir plusieurs types d'approches, à voir au cas par cas. Hein. Mais... Alors, du moment que ça implique des données personnelles, il faut être conforme au RGPD. Si les données que vous utilisez pour faire vos simulations ou pour tester le logiciel sont des vraies données qui rattachent à des personnes et qui permettent de l'identifier directement ou indirectement, il faudra appliquer le RGPD dès le début. Vous pouvez prendre une porte de sortie, par exemple, en anonymisant les données, c'est-à-dire en enlevant toutes les données identifiantes et en essayant de voir si en mettant simplement patient X
avec certains symptômes et en voyant l'évolution, enfin si c'est possible, hein, je ne sais pas, vu votre pas forcément, mais voilà, si vous pouvez anonymiser, vous pouvez ne pas avoir à appliquer le RGPD. Et du coup, pour une phase de test, ça peut être beaucoup plus pratique. Mais à l'inverse, s'il y a vraiment des personnes, ce sont des données réellement de personnes qui sont utilisées, il faudra appliquer le RGPD et notamment aller informer ces personnes que leurs données sont utilisées pour tester une solution. Autrement dit, Voilà. si c'est des fausses données, donc c'est pas des Voilà. données personnelles, donc le RGPD s'applique pas Et donc c'est parfait. vous n'avez pas de sujet. Si vous faites du test avec des données de production ou des données de vraies pharmacies, de vrais patients, il faut démarrer. Voilà. La Malheureusement, on conformité, tombe dans le champ du RGPD. Absolument. Oui, les deux vont de concert. Oui. Hein. Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore 5 minutes. Hein. On est ravis de vous répondre. Et voilà. Bon, sinon, on peut... Non. Du coup, on peut peut-être vous libérer si personne n'a de questions. Ou Fabrice, si tu voulais rajouter quelque chose. Non, moi, j'ai pas. Bon, j'espère que ça vous a intéressé. Oui, qu'on a. Oui. Ah bah voilà, parfait. Alors, il y a leur site, oui, évidemment. Légifrance, également, on a certaines, peut-être un petit délai de latence dans la publication. Voilà. Effectivement, le site de la CNIL est plutôt bien fait. Hein. Vous avez par typologie de traitement les référentiels qui se sont substitués à ce qu'on appelait avant les normes simplifiées ou les autorisations uniques. Vous tapez des mots-clés, en principe, le moteur vous dirige sur les bons référentiels. Après, c'est vrai que ce qui fait le bonheur des avocats, c'est qu'en fait, vous êtes toujours dans des situations qui ne collent pas pile poil au référentiel. Donc après, il faut interpréter effectivement votre situation particulière pour voir si vous pouvez vous appuyer sur un référentiel qui est toujours la situation la plus confortable, ou si vous êtes dans des situations où il va falloir potentiellement faire une étude d'impact ou demander un conseil. Voilà, c'est un peu... Mais il y a beaucoup de choses standards que vous pouvez effectivement réutiliser. Oui. Pour rassurer madame, une dernière question. Est-ce que vous considérez que la CNIL est un tribunal? Juridiquement, elle est. Oui, voilà. Parce qu'en fait, en première instance, elle est capable de vous sanctionner et de décider une amende. Après, il faudra aller dans une cour d'appel si jamais vous faites appel de la décision. Mais effectivement, elle est un peu celle qui va mener l'enquête et ensuite vous condamner. C'est la première instance. Et en fait, elle s'est réorganisée avec cette formation restreinte pour pas que ce soit les mêmes qui vont instruire le dossier que ceux qui vont vous juger. Mais clairement, c'est la première instance. Et après, c'est devant le Conseil d'État. Alors, il y a là-dessus, il y a des discussions. Et on a un client dans les organisations syndicales, en fait, chaque fois qu'il y a un nouveau traitement, vont déposer plainte à la CNIL, donc audit de la CNIL sur place, etc. Et puis, s'ils ne sont pas ravis du rapport, ils vont devant le TGI, devant les juridictions de droit commun, en disant en fait que justement la CNIL n'est pas un vrai tribunal, on parle de droits fondamentaux et qu'il faut aller plaider devant le TGI. Et ils font ça depuis 10 ans. À chaque fois, ils vont aussi devant le TGI. Mais juridiquement, il y a une décision, alors je ne sais plus si c'est le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, mais qui a reconnu que la CNIL était un premier degré de juridiction. Et du coup, la CNIL a dû se réorganiser pour s'aligner aussi avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme pour être certain qu'il y avait bien une séparation entre ceux qui instruisent et ceux qui jugent. Mais vous passez devant en fait, quand vous plaidez devant la CNIL, vous avez beaucoup de monde en face, parce que vous avez, outre les commissaires de la formation restreinte, vous allez avoir les services qui vont être représentés. Donc vous allez avoir une dizaine de personnes de la CNIL qui vont assister aux échanges. Donc c'est un petit peu particulier. On dit qu'un bon avocat est celui qui connaît le droit et aussi celui qui connaît le juge. On est presque à la fin de l'année 2020. Est-ce que vous avez
Bah là, il suffit de lire le rapport annuel, hein. Il l'annonce très clairement. Il n'y a pas besoin qu'on aille faire un déjeuner avec la présidente de la CNIL. Il faut taper rapport annuel CNIL. Celui de 2019 là, est en ligne et bientôt celui de 2020. Ah, En fait, il y a le programme de contrôle dans le voilà. rapport annuel. Et le programme de contrôle, en fait, il y a toujours un décalage. Il est toujours sur 2 exercices à la fois. Mais alors là, j'ai plus en tête ce qui était prévu cette année dans le cadre du programme de contrôle. Bah, même de base, même s'il y a un programme de contrôle, il y a toujours, je ne sais pas si ça marche encore, mais il y a tout ce qui va être, là ils ont un peu les cookies avec e-privacy en ligne de mire, ça c'est sûr. Et après, bon, tout ce Il y avait qui les est, sous-traitants. Je crois que dans le ouais, dernier les rapport, sous-traitants, ils sont c'était un assez, contrôle des sous-traitants. J'anticipe que les transferts oui, là ça va hors être UE vont donner lieu à des contrôles contenus de l'actualité jurisprudentielle. Parfois, c'est sectoriel. Souvent, la CNIL, quand elle veut comprendre un secteur et les bonnes et les mauvaises pratiques, ben, elle va contrôler. Je crois qu'en 2008, elle a contrôlé tous les assureurs parce qu'elle voulait se faire son idée sur le niveau de conformité et voulait se benchmarker. Donc, c'est vrai que parfois, vous avez un secteur entier qui peut être contrôlé. Mais là, il faut taper sur le site de la CNIL. J'ai plus en tête je sais qu'une année, il y a eu les sites de rencontres. Ils avaient contrôlé voilà, tous les sites de rencontres. il y a un moment, ils avaient aussi beaucoup tout ce qui était collecte de données de santé qui était dans le viseur. Voilà. Après aussi, il y avait eu les agents immobiliers à un moment enfin voilà, parfois. Mais du coup, moi, je n'ai pas d'Intel sur le programme 2021 malheureusement. Non, moi non plus. Voilà. Mais si jamais vous en avez, on peut en discuter. D'accord. Bon, un grand merci à tous.